Salut à tous et bienvenue dans le podcast Ascension Grimpe. Moi c'est Léo, coach en escalade depuis 2023, grimpeur depuis bientôt 10 ans et cofondateur d'Ascension avec Pierre et Mathias. Depuis 2025, on accompagne des grimpeurs adultes qui veulent progresser intelligemment, structurer leurs pratiques, mieux comprendre leur entraînement et surtout continuer à progresser malgré les contraintes de la vie professionnelle et personnelle. Aujourd'hui, en cumulant nos expériences de coaching, on a accompagné plus de 300 grimpeurs avec une approche qui va bien au-delà de la simple préparation physique. Entraînement, nutrition, récupération, mobilité, prévention des blessures, gestion de la fatigue, structuration des cycles d'entraînement, études de cas concrètes. Le but de ce podcast, c'est de te transmettre des outils simples, concrets et applicables pour t'aider à progresser durablement en escalade. Alors si tu es un grimpeur en quête de progression, que tu veux arrêter de t'entraîner au hasard et commencer à faire des choix plus intelligents pour ta pratique, tu es au bon endroit. Salut à tous, c'est Léo et bienvenue dans le podcast Ascension. Aujourd'hui, épisode flash numéro 36, je te parle de la séance de performance en escalade. Du coup, c'est la suite logique de la série sur la séance de volume, la séance de bloc max, la séance de performance. C'est un peu les trois types de séances qui se répètent le plus et qui sont le plus indispensables à la progression. Ça veut pas dire qu'il n'y a pas d'autres séances à faire et que les autres séances ne sont pas productives. Ça veut juste dire que pour la plupart des grimpeurs, surtout là si tu es un grimpeur de bloc, toi qui écoutes ce podcast, cycler un peu ces trois types de séances, c'est 80% du travail. Après les 20% restants, ça va être la résie, la puissance, ce genre de choses. Mais ça reste, on va dire, pas la priorité pour la plupart des grimpeurs. Donc, je vais faire le petit paragraphe d'introduction. Dans l'épisode précédent, du coup, j'ai parlé de la séance de bloc max. Aujourd'hui, suite logique, on passe à la séance de performance. Et attention, parce que contrairement à ce qu'on pourrait le croire, la séance de performance, ce n'est pas juste aller grimper en essayant fort. C'est une séance qui se prépare, qui se structure et qui se gère aussi après la séance. En effet, avant, pendant, après. Les trois phases sont importantes. Et si tu en rates une, tu passes à côté de l'essentiel en fait. Enfin, après je vais détailler bien sûr dans le podcast, mais il y a quelque chose d'encore plus fondamental avant ça. Est-ce que la séance de performance est faite pour toi ? Parce que oui, certains grimpeurs ont besoin de cette pression externe pour se dépasser, mais pas tous. Sans elle, ils ne sortiraient jamais vraiment de leur zone de confort, mais d'autres au contraire sont paralysés par cette pression. Et pour eux, multiplier les séances de performance peut devenir contre-productif, voire même freiner leur progression. Dans cet épisode, je t'explique comment identifier ton profil, à quelle fréquence planifier ce type de séance de performance selon tes objectifs et comment la préparer, la vivre et la digérer au mieux pour en tirer le maximum pour ta progression. Du coup, je vais passer rapidement sur le sommaire du podcast. Je vais faire dans un premier temps la différence entre la séance de performance et la séance de bloc max parce qu'on pourrait se dire qu'en théorie les deux sont assez similaires, mais vous allez voir qu'il y a quand même des différences notables. Ensuite, je vais te dire pour qui est faite la séance de performance. Parce que comme je te l'ai dit dans le petit paragraphe d'introduction juste avant, en fonction de ton profil, de ta gestion du stress, de tes objectifs, etc., c'est pas du tout bénéfique de faire des séances de performance. Si tu as le mauvais profil, ça peut même être contre-productif. Donc je vais vraiment parler de tout ça et t'aider à identifier ton profil. Ensuite, du coup, je vais parler des deux profils logiques, ceux que la pression libère et ceux qui sont au contraire un peu paralysés par le stress de la performance. Ensuite, je te parlerai du concret, donc que faire avant sa séance, que faire pendant sa séance, que faire après sa séance. Et enfin, je conclurai sur l'épisode. Donc si je schématise vraiment assez sommairement, on pourrait se dire que la séance de performance, c'est une sorte de séance de bloc max, mais où on va faire juste un seul bloc, et du coup ce serait un peu ce qu'on pourrait appeler une séance de projet, où voilà, ton seul objectif de la séance, c'est d'aller essayer ton projet, et d'aller essayer de sortir le projet, tout simplement. On pourrait s'arrêter là et dire voilà, la séance de performance c'est une séance de projet et c'est une bonne séance de perf si tu sors le projet et basta. Bien sûr, raisonner comme ça ce serait très raccourci et en fait comme 99% des séances c'est des séances d'échecs sur les projets. 99 j'abuse peut-être, mais vous avez compris l'idée. C'est que des fois vous pouvez passer comme 10, 15, 20 séances sur un projet et ça sort à la 21e et c'est comme si vous vous disiez en fait j'ai fait 20 mauvaises séances et j'ai fait qu'une seule bonne séance, alors qu'en réalité ça se trouve que les 20 séances avant étaient nécessaires et étaient productives. Donc en fait je vais te dire concrètement la différence entre la séance de bloc max et la séance de performance. La séance de bloc max, du coup je vais faire un rapide résumé, mais c'est juste apprendre les mouvements difficiles, tomber beaucoup, travailler par section, etc. et vraiment être dans une logique de travail. La séance de performance c'est différent, c'est vraiment essayer d'enchaîner et se mettre en condition de réussite pour avoir un résultat. En général, le résultat, c'est sortir le bloc ou sortir la voie. Les deux séances se complètent, mais ne se remplacent pas. Parce qu'en fait, la séance de bloc max, elle est importante pour le côté variété gestuelle, ne pas avoir de blessure de surutilisation, etc.
Et au contraire, la séance de performance, elle est là justement pour te donner du concret et pour que tu sortes vraiment tes blocs max. En général, c'est ça, hein, ou tes blocs sur max du coup, puisque ce serait des projets. Donc très schématiquement, la séance de performance, c'est juste une séance où tu vas essayer un seul bloc max et où ton but c'est de sortir le bloc, tout simplement. Après, vous allez me dire, pourquoi tu fais un podcast sur la séance de performance si c'est juste une séance de bloc max où on ne fait qu'un seul bloc? Parce que c'est beaucoup plus complexe que ça. Je vais reparler un petit peu de la règle des 7 essais là rapidement, mais dans la séance de bloc max, je vous avais parlé de la règle des 7 essais. En fait, il y a la même logique pour la séance de performance, sauf que là, ce qui va le plus changer entre la séance de bloc max et la séance de performance, c'est les temps de repos entre les runs, parce qu'en fait, sur une séance de performance, vous pouvez des fois prendre 30 minutes de repos entre deux runs, et ça fait vraiment partie de la séance, c'est important. Comment rentabiliser ces repos dans une séance de performance? Souvent, ça va être de regarder la vidéo que vous venez de faire, si jamais vous vous filmez, je vous conseille grandement de vous filmer, pour analyser ce qui a marché, potentiellement ce qui n'a pas marché, et après éventuellement de s'hydrater, manger un petit coup, une collation glucidique, d'aller marcher un petit peu, des fois ça fait vraiment la diff, surtout si vous êtes grimpeur de diff là pour le coup, faire un petit peu de marche entre deux runs, ça aide vraiment à évacuer déjà le stress, la pression, et ça aide aussi à oxygéner un peu mieux, à récupérer un peu mieux entre les essais, donc la marche entre les essais à ne surtout pas sous-estimer, même si c'est un peu de la marche sur place, tourner en rond ou quoi, ça reste quand même productif pour le côté un peu système lymphatique. Mais bref, là je me perds déjà un peu dans les détails, mais pour moi en gros la séance de performance, alors là je parle encore majoritairement pour du bloc, mais pour de la voix c'est assez similaire, c'est vous avez une seule voix en tête ou un seul bloc en tête et un seul objectif concret pour cette séance. En général l'objectif concret c'est voilà, j'y vais pour sortir le bloc, j'y vais pas pour juste essayer les moves. Ça pour moi ce serait une séance de performance. Si vous y allez juste pour essayer les moves, ça reste une séance, on va dire, hybride entre bloc max et projet, entre bloc max et performance qu'on pourrait appeler une séance de projet. Et là, du coup, je vais pas faire un podcast détaillé sur la séance de projet, parce qu'en fait, la séance de projet, ce serait juste une séance de bloc max, mais vous n'avez pas encore la capacité, on va dire, d'enchaîner le bloc, ou vous vous focalisez sur un seul bloc, je vais y arriver. Mais voilà, en gros, tout ça pour dire que la séance de performance, c'est quand vous êtes très proche d'enchaîner votre bloc, vous pouvez vraiment parler là de performance, ou alors quand vous préparez un trip ou ce genre de choses. C'est vrai que j'ai pas parlé d'une chose très importante, mais c'est que la performance est subjective, c'est-à-dire que pour quelqu'un, par exemple, une performance, ça peut être sortir 10 fois 7 à bloc à la séance, et c'est mon objectif, c'est ma performance. Ou alors pour quelqu'un d'autre, ça peut être sortir un bloc max ou sortir une voix max en termes de cotation max. Après voilà, je fais des généralités dans ce podcast. La plupart des grimpeurs, on grimpe justement pour la cotation max. On préfère faire, un seul 8A plus par exemple, que faire 3 fois 8A dans une séance. C'est très raccourci, c'est très schématique, mais la plupart des grimpeurs, on se retrouve dans cet objectif-là. Et après voilà, ça dépend des objectifs de chacun. Pour certains, ça va être des objectifs de compétition. Pour d'autres, ça peut être des objectifs même pas en extérieur, ça peut être certains blocs sur la kilter ou sur la moodboard, peu importe, ou des blocs en salle. Vraiment, voilà, mets en contexte aussi la séance de performance avec ton objectif et dis-toi qu'en fait, la séance de performance, pour résumer toute cette partie 1, c'est la séance où tu concrétises ton objectif, tout simplement. Peu importe ton objectif, le but de cette séance, c'est de concrétiser ton objectif et ça résume super bien la partie 1 et ça me permet de faire la transition du coup avec la partie 2 pour qui est faite la séance de performance. Pour faire très simple, si tu as des objectifs de performance à court terme, comme en général un contest, une compétition, un projet à sortir très précis, donc que ce soit un bloc en salle ou une voie en extérieur ou peu importe, un trip d'escalade de prévu, selon moi, faire des séances de performance pour se mettre en condition, c'est indispensable parce que sinon le jour J ou sur plusieurs jours, si tu es en trip, tu géreras pas en fait la charge d'entraînement, la pression, l'état mental dans lequel tu dois être pour vraiment performer. Et souvent on peut passer à côté de son trip si on se prépare pas en amont en se disant juste j'y vais pour faire le touriste en gros, et dans ces cas là c'est ok, si l'objectif c'est de faire le touriste et de faire du volume etc et de pas se mettre la pression pour sortir un bloc en particulier ou une voie en particulier, c'est tout à fait productif et il faut profiter de votre trip. Je suis pas en train de vous dire de vous gâcher vos trips en vous mettant des objectifs trop ambitieux et en vous mettant la pression. Justement on va y revenir juste après avec les deux profils, ceux qui gèrent et ceux qui gèrent pas la pression. Et c'est pas une bonne chose ou une mauvaise chose de gérer ou pas gérer la pression, il faut juste en être conscient et adapter ses séances et sa planification en fonction de ça. Mais voilà, pour moi, pour répondre à la question de cette partie 2, pour qui est faite la séance de performance, pour moi cette séance-là elle est faite pour toi si tu as des objectifs de performance, ils peuvent être subjectifs, ces objectifs de performance, à court terme, comme par exemple un contest, une compétition, une voie à sortir, un bloc à sortir, un trip de prévu, là pour moi c'est indispensable.
En revanche, si tu es sur une phase de progression sur le long terme avec des objectifs de maîtrise, comme par exemple, bon, je veux juste devenir plus fort, ou plus résistant, ou plus endurant, ou un peu les trois en même temps, et je veux être plus technique, je veux être plus fluide dans ma grimpe, etc. Là, pour le coup, selon moi, c'est un peu contre-productif de faire des séances de performance à proprement parler, là, comme je vais vous le décrire dans ce podcast, parce que ça remplit pas trop l'objectif que vous vous êtes fixé, et aussi ça vous fait accumuler beaucoup de fatigue, et ça vous fait potentiellement stresser pour pas grand-chose. Donc pour moi, ce serait un peu moins important. Et ensuite, la fréquence idéale de la séance de performance, j'en ai parlé dans le podcast avec Damien, parce qu'au moment où j'enregistre ce podcast, j'ai déjà sorti normalement le podcast avec Damien. Quand tu es en cycle classique, par exemple un cycle de volume ou un cycle de force ou quoi, en général, tu vas quand même avoir une séance de grimpe libre dans ta semaine. Si tu es en forme, cette séance de grimpe libre, tu peux carrément la transformer en séance de performance. Donc on va dire qu'une fois par semaine, c'est ok. Après, pour la plupart des gens, ça va peut-être être une fois toutes les 2 semaines quand tu vas en extérieur, si jamais il y a les conditions. Et après, si tu es vraiment en cycle de performance, donc si tu es vraiment en saison ou en trip ou quoi, bah tu peux en faire jusqu'à 2, 3, 4 séances dans la semaine. Ça dépend vraiment de ce que tu peux faire aussi en termes de récup entre les séances. Mais du coup, je vais te parler dans la partie suivante. Du coup, là, ça me permet de faire la transition avec la partie 3 des 2 profils types de ceux qui gèrent la pression et de ceux que la pression paralyse et dans quelle catégorie tu te situes, comment tester un peu tout ça. Donc je vais commencer tout simplement par décrire les profils. Là, moi, sur mon sommaire, j'ai juste écrit que le profil 1, c'est celui pour qui la pression externe, c'est un moteur. C'est-à-dire que ce soit la pression des autres, ou la pression temporelle, ou la pression de l'environnement. Enfin voilà, c'est quelqu'un qui a besoin, on va dire, d'adrénaline, et qui, si on le met pas sous pression, il va rester dans sa zone de confort, et il va jamais vraiment essayer de se dépasser. Et du coup, pour moi, ce profil 1, souvent ça va être des personnes qui ont des objectifs de compétition ou des objectifs de performance très précis, comme par exemple sortir tel bloc de telle cotation, telle voie, etc. Progresser en termes d'échelle de cotation. Souvent c'est des profils qui reviennent dans ce profil 1. La pression externe ou même interne que toi-même tu t'infliges pour atteindre tel ou tel niveau, c'est vraiment un moteur pour toi. Et sans cette pression-là, tu te dirais que grimper en fait c'est cool, mais voilà, pourquoi pas faire un autre sport, quoi, pourquoi pas juste aller courir ou aller nager ou quoi. Voilà, vraiment ce qui te motive quand tu vas grimper, c'est un peu cette pression de te dire j'ai envie de devenir meilleur, j'ai envie de progresser, je veux atteindre ça entre guillemets rapidement. Après bien sûr faut pas brûler les étapes, mais voilà, c'est pas quelqu'un, si toi tu es dans cette situation, plutôt du coup donc le profil 2, où tu te dis j'ai envie de faire un 7A dans ma vie, mais voilà, si c'est dans 2 ans c'est cool, si c'est dans 3 ans tant pis, j'ai pas trop de pression, je grimpe pour le plaisir, voilà, c'est cool, je profite de l'escalade, si je fais pas du tout de 7A dans ma vie, c'est pas grave, je le vivrai pas mal. Ça du coup c'est un peu plus le profil 2, où en fait souvent la pression te bloque et du coup tu adoptes un peu cette stratégie de défense, on va dire, où tu te mets pas la pression justement en te disant je sais que j'ai un peu envie de faire un 7A un jour dans ma vie, mais si c'est dans 2 ans c'est pas trop grave, parce que tu sais peut-être au fond indirectement que si tu te mets la pression pour atteindre le 7A le plus vite possible, tu vas pas réussir à gérer cette pression, ça va te dégoûter, etc. Et du coup tu vas abandonner. Alors, c'est très très raccourci, je suis pas non plus expert en psychologie du sport ou quoi que ce soit, mais voilà, moi souvent c'est un peu les profils types que je remarque, même avec les personnes qu'on a en appel qui hésitent pour démarrer un coaching, ou à qui on pose vraiment des questions et on leur dit voilà, pourquoi tu grimpes, qu'est-ce qui te motive, tout ça c'est des questions qu'on pose bien sûr à tous nos clients pour être sûr de leur état d'esprit, de leur objectif, qui soient alignés avec leurs valeurs, leurs envies, etc. Et du coup, pour résumer, donc le profil 1, c'est, pour moi, tu fais partie du profil 1 et les séances de performance sont bénéfiques si la pression externe c'est un moteur. Alors pas forcément la pression externe, mais interne aussi, enfin bref, si te mettre une petite pression de te dire ok, dans 3 mois je veux absolument avoir fait ça, dans 6 mois je veux être à tel niveau, dans 2 ans je me vois faire je sais pas, top 20 au championnat régional, j'en sais rien. Là pour le coup, faire des séances de performance c'est indispensable pour toi, même pour ton plaisir personnel de pratiquer, parce que c'est vraiment un moteur dans ta pratique, cette pression un peu de la performance. En revanche, si t'es plutôt quelqu'un qui a des objectifs de maîtrise, qui grimpe pour le plaisir, qui a pas forcément très envie de progresser, dans le sens où t'es pas pressé de progresser, parce qu'au fond je pense que quasiment tous les grimpeurs ont envie de progresser, c'est vraiment très très rare les grimpeurs qui sont dans leur niveau, qui sont à l'aise, je sais pas, par exemple t'es un grimpeur de 6B, t'es à l'aise dans le 6B, et au fond t'as pas envie d'aller dans le 6C, tu te dis non, je suis confort dans le 6B, c'est bien, je fais mes grandes voies dans le 6B, je suis heureux, j'ai pas envie d'aller dans le 6C.
Il y en a, hein, bien sûr, c'est pas du tout un jugement, je dis pas que c'est mal ou bien ou quoi que ce soit, je dis juste que c'est très rare. Franchement, peut-être sur 10 grimpeurs à qui je vais poser la question, qu'est-ce qui te motive dans l'escalade? Souvent, ça va être cette histoire de je veux me dépasser, je veux m'améliorer, je veux gravir un peu l'échelle de cotation, que ce soit les couleurs en salle, les cotations sur les voies, les cotations sur les blocs, peu importe. Et après, bien sûr, d'avoir un certain niveau de base, par exemple. Je veux être un solide grimpeur de 7A et de temps en temps faire des 7C, par exemple. Ça, c'est souvent ce qui motive le plus de personnes. Et voilà, c'est aussi ce que j'ai observé au fil des années via mes coachings. Donc c'est pour ça que je vous fais un peu ce retour d'expérience sur ce fameux profil 1, profil 2. Du coup, le profil 2 pour moi, c'est... Enfin, tu es dans ce profil 2 si la pression, vraiment, ça te bloque. Si quand tu te dis, aujourd'hui, c'est une séance de perf, bah en fait, tu fais une contre-performance. Parce que tu te mets trop la pression, parce que tu gères mal le stress, et du coup, tu grimpes moins bien quand t'es stressé, hein, en fait, tout simplement. Même quand t'es, je sais pas, au-dessus de la dégaine ou un peu haut dans un bloc, quand t'as pas un vrai risque objectif de te faire mal, mais que t'es un peu haut et que t'es un peu engagé, etc. Si t'es stressé dans cette situation, souvent tu vas plutôt être dans le profil 2, alors qu'il y a des gens qui sont plutôt dans le profil 1, ou quand ils sont justement un peu dans ces situations de stress, ils arrivent un peu à couper le cerveau, un peu comme on dit, et à réussir à sortir quand même, alors qu'ils étaient en panique totale. Donc du coup voilà, comment identifier ton profil? Observe quand tu grimpes en fait, quand tu dois versus quand tu grimpes librement. C'est-à-dire si jamais tu as déjà participé à des petits contests, à des compétitions, si tu es déjà allé grimper avec des amis où ils t'ont dit voilà on y va ce jour-là et on veut absolument faire tel projet, est-ce que tu viens avec nous? Si t'étais pas en forme, est-ce que t'as dit oui, t'y es allé et t'étais dégoûté d'y aller parce que t'étais pas en forme, ou est-ce que t'y es allé voilà juste pour le plaisir d'y aller, pour toucher un peu les prises, pour voir comment ça bougeait et puis t'y retournes 3 jours après? Enfin voilà, il y a plein de sous-nuances aussi à ce profil 1 et ce profil 2. D'expérience, la plupart des grimpeurs vont quand même se trouver dans le profil 2, où en fait, on a beau vouloir grimper plus fort, grimper l'échelle de cotation, faire des classements en compétition, quoi que ce soit, vraiment se mettre trop la pression, ça nous bloque, on est trop stressé, on fait des contre-perfs, etc. Je dirais que d'expérience, il y a 75% des gens qui sont dans la catégorie profil 2 et 25% des gens qui sont dans la catégorie profil 1. Donc ça c'est vraiment un peu mon analyse perso et un peu toute ma synthèse de toutes les personnes un peu que j'ai pu coacher, etc. C'est très raccourci, c'est très schématique, mais voilà, il y a vraiment 2 profils. Et mais en fait, ce que j'ai envie de te dire aussi dans cette partie, c'est qu'en fait, peu importe ton profil, si t'es dans le profil 2, par exemple justement que la pression te bloque, mais que tu prévois des trips d'escalade, en fait, il faut absolument que tu travailles sur cette pression et que tu arrives à te débloquer, parce que sinon tu vas jamais apprécier tes trips, parce que quand tu seras en trip, tu seras sous pression, parce que tu dis ok là j'ai qu'une semaine pour faire les blocs que j'ai envie de faire, et si tu gères mal la pression, bah tu vas pas du tout profiter de ton trip. Donc il y a un côté très, j'ai envie de dire limite préparation mentale, où en fait en fonction de tes objectifs et de ton profil, faut absolument qu'on arrive à identifier une méthode pour te faire des séances de performance, parce qu'au fond bah, c'est un peu ton objectif. Si t'es dans le profil 2, et que t'es en panique dès que tu te dis aujourd'hui c'est performance, mais que au fond tu te dis bon bah j'ai envie de sortir un 7B bloc et ça fait 10 séances que j'essaye et à chaque séance je panique et j'arrive pas à sortir le bloc, bah limite ça peut te dégoûter un peu de l'escalade, hein, de te mettre dans cette situation alors que c'est vraiment ton objectif. Donc voilà, il y a toutes ces considérations à prendre en compte. Maintenant que toute cette introduction sur qu'est-ce que c'est la séance de performance, pourquoi c'est différent de la séance de bloc max, pour qui c'est fait, pour qui c'est pas fait, et un peu la fréquence que je recommande, hein, pour faire très simple. Maintenant, je vais te dire concrètement que faire avant ta séance, pendant ta séance, après la séance, pour vraiment rentabiliser à fond cette séance de performance et être sûr de performer au mieux, tout simplement. Avant de passer à la partie suivante, je sais que ce que je suis en train de dire, c'est vraiment des généralités, des raccourcis, etc. Bien sûr, c'est une volonté de ma part aussi, parce que ça reste un podcast flash, c'est un podcast de vulgarisation. C'est vraiment fait pour que n'importe quel auditeur comme toi par exemple puisse écouter, s'identifier, se dire ah ok je suis plutôt dans le profil 2, la pression ça me fait contre-performer, mais j'ai quand même des objectifs de sortir un 7B bloc un jour, ok qu'est-ce que je fais concrètement? Et du coup, c'est tout le but de la partie qui arrive, du coup, que faire, voilà, si tu te mets quand même dans le processus d'entraînement, de progression, etc., de progression au sens large, en escalade en général, d'un point de vue mental, technique et tout, hein, pas que d'un point de vue purement performance, comment bien faire des séances de performance et comment les rentabiliser au mieux, parce que dans tous les cas, enfin quasiment dans tous les cas, hein, bien sûr, si ton objectif c'est de progresser, en termes de cotation par exemple, tu vas devoir passer par des séances de performance, que tu le veuilles ou non, et après tu peux le faire de manière un peu déguisée, c'est-à-dire te dire ok bon bah aujourd'hui c'est juste une séance de bloc max, et bah en fait si je me sens super bien dans le premier bloc, bah je transforme la séance en séance de performance dans le bloc numéro 1, donc voilà, t'as fait une séance de performance mais tu t'es pas mis la pression en te disant aujourd'hui c'est performance, t'as juste adapté un peu à ta forme du jour, etc. Il y a plein de nuances qui sont possibles.
Mais là, je pars du principe que tu es vraiment en train de te planifier une séance de performance. Tu te dis, voilà, jeudi prochain, il y a les conditions, je vais en forêt, mon objectif c'est de faire un 7B, je suis proche du niveau 7B, je vais essayer d'aller enchaîner ce 7B-là. Que faire avant la séance, justement, c'est tout le thème de cette partie. Donc, jour -1, donc le jour avant, donc là dans mon exemple, tu vas en forêt le jeudi. Pour moi, le jour avant, donc le mercredi, là dans mon exemple, jour de repos. Vraiment, dis-toi que c'est un jour de repos. Tu vas juste marcher, tu fais des étirements, tu fais ta routine mobilité, tu manges bien, tu dors bien. Voilà, en gros, ton but, c'est d'optimiser ton jour de repos pour que ce soit du repos productif. Et le premier truc à optimiser, c'est vraiment le sommeil. Pour moi, si tu arrives à bien dormir la nuit qui précède un jour de performance, donc là dans mon exemple ce serait la nuit de mercredi à jeudi, ce serait excellent. Et après, si vraiment on extrapole, la nuit de mardi à mercredi, c'est aussi la première nuit qui te permet déjà de récupérer de ta séance du mardi. Et donc du coup, en fait, tu sais que tu as 2 nuits pour vraiment maximiser ta récupération. Là, je vais redonner quelques conseils concrets pour optimiser ton sommeil. C'est non exhaustif, il y a plein de choses à faire pour optimiser son sommeil. Je te dis vraiment juste une petite tier list là un peu. Pour moi, la tier list, elle est assez simple. Pour moi, c'est zinc magnésium en termes de compléments alimentaires. J'en profite du coup pour placer le sponsor de l'épisode NutriPure. Il y a tous les liens dans la description pour commander tes compléments alimentaires avec 10% de réduction sur ta première commande. Voilà, zinc magnésium avant de dormir. Alors pas forcément juste avant, hein, t'es pas obligé de le prendre 5 minutes avant d'aller dormir. Ça peut être sur ton repas du soir par exemple. Mais voilà, zinc magnésium pour moi, c'est le tips numéro 1 pour optimiser ton sommeil. Tips numéro 2, essaye de couper les écrans 30 minutes avant de dormir et d'être dans un environnement frais, calme et si possible de mimer un peu. Alors si t'as pas pu voir le coucher du soleil de tes propres yeux, mets de la lumière rouge dans ta chambre, ça aide ton cerveau à comprendre en gros que voilà, c'est le coucher du soleil, c'est la nuit, c'est le moment de dormir. Et après voilà, bien sûr, ce que j'ai dit là, un environnement sombre, frais, calme, etc. Je sais qu'il y a plein de nuances, il y a des gens qui peuvent pas vraiment, etc. Mais masque, boule qui est, si t'as la clim ou un ventilo ou clim, en fonction de la température, hein, bien sûr, allez pas mettre la clim pendant l'hiver en fonction de la période à laquelle vous écoutez ce podcast. Mais voilà, déjà juste si tu coupes les écrans 30 minutes avant de dormir, que tu es dans un bon environnement pour dormir et que tu as pris ton zinc magnésium avant de dormir et que tu te couches et que tu te réveilles à des horaires réguliers, pour moi tu as fait 80% du travail sur ton sommeil. Après le reste c'est vraiment, on va dire, du chipotage pour très peu de résultats. Donc ça c'est la première chose. Ensuite, donc sur ce jour de repos précédent, en fait c'est la petite checklist quotidienne, c'est ce qu'on dit à tous nos coachés, c'est les habitudes qu'on préconise d'avoir, les étirements, la marche quotidienne, bien manger, etc., bien s'hydrater. Voilà, tu fais pas de folie le jour avant, c'est un jour de repos classique, mais tu optimises ton jour de repos, et le plus important dans ce jour de repos, c'est vraiment le sommeil. Après ça va être l'alimentation, la quantité de protéines, etc., d'avoir des bonnes graisses au bon moment. Et après ça va être aussi la marche du jour, si tu vas marcher plutôt en plein air, à la lumière du soleil, etc. Voilà, bref. Je vais pas m'étaler sur le jour de repos parce que en soi c'est assez facile à optimiser si tu travailles sur ces habitudes vraiment quotidiennement. Ensuite, vraiment, là, ce qui va nous intéresser dans cette partie, c'est le jour J. Donc là, dans mon exemple, tu veux aller tester ton 7B projet en forêt le jeudi. Qu'est-ce que tu vas faire, du coup, ce jour-là? Alors, ça dépend du timing de ta séance. C'est toujours pareil. Là, moi, je pars du principe que ton jeudi, c'est vraiment un jour off en termes de travail. T'as pris limite un jour de congé pour aller grimper en forêt. Et tu te dis, ok, voilà, là j'ai toute la journée devant moi, je veux perfer sur ce jour J, qu'est-ce que je fais? Du coup, vraiment, je te conseille de prendre un très bon petit-déj avec du coup protéines, lipides. Donc voilà, je dis un petit-déj exemple type, 4 œufs, 30 grammes de comté, 60 grammes de flocons d'avoine, 200 grammes de compote, un peu de cannelle, un kiwi, et voilà, là déjà t'as un petit déj hyper complet, protéines, lipides, glucides, t'as les bons apports au bon moment. Ne néglige pas le sel, le sodium c'est hyper important pour la performance, donc tu peux vraiment saler tes œufs, etc. Enfin voilà, ça paraît évident, hein, mais je le rappelle, ne te dis pas voilà c'est la perf, le sel ça fait de la rétention d'eau ou quoi que ce soit. Le jour J vraiment t'en as besoin du sel pour le côté performance. Donc voilà, petit déj solide, ça me paraît évident. Hydratation, donc le meilleur conseil que je puisse te donner pour l'hydratation, c'est dès que tu te réveilles le matin, tu bois 50 centilitres d'eau, donc un demi-litre, et ensuite tu prends ton petit déj, et après tu bois un peu pendant toute la journée, etc. L'hydratation, ça viendra aussi pendant la séance, mais je vais en reparler juste après. Pas de stress inutile dans la journée. Voilà, si jamais là dans mon exemple t'as pris un jour de congé, tu peux mettre ton téléphone, on va dire, en ne pas déranger et te focaliser sur ton objectif, c'est le top. Après voilà, bien sûr on peut pas échapper aux contraintes de la vie quotidienne, etc. Donc là c'est juste un exemple théorique, je dis juste un plan type pour que tu puisses faire au mieux en fonction de tes contraintes, etc. Et si vraiment tu veux optimiser pour ton profil précis
à toi, à tes contraintes, ton emploi du temps, etc. par rapport à tes objectifs, il y a tous les liens dans la description pour réserver un premier appel qui est totalement gratuit pour qu'on puisse te faire une sorte de diagnostic de si un coaching c'est fait ou non pour toi et de comment on peut t'aider justement à progresser. Donc, tu te réveilles le jour J, t'as prévu d'aller passer la journée en forêt, c'est un jour de congé, et voilà, tu prends un petit déj solide, ça me paraît évident. Ensuite, là, ça va être mon opinion, ça va vraiment dépendre aussi du matériel auquel vous avez accès, etc. En général, chez toi, tu as au moins une barre de traction, un petit bloc lift pour travailler tes doigts, un tapis pour faire des étirements, etc. Voilà, on va dire que tu as un minimum de matériel à la maison. Selon moi, je te conseille de faire ton échauffement à la maison. Pourquoi ? Parce que ça va te permettre déjà d'être dans un environnement contrôlé, de vraiment t'échauffer tout le corps avec la routine de mobilité, les doigts sur le bloc lift, les tractions, enfin le tirage, le gainage, etc. avec la barre de traction. Vraiment, tu as une routine d'échauffement type que tu fais à chaque séance, que ce soit l'entraînement, la performance, etc. Et en fait, ça va te permettre aussi de déterminer ton niveau de forme du jour. Parce que je prends un exemple, mais imaginons dans ton échauffement, tu as l'habitude de faire 6 tractions au poids de corps, et que ça te paraît facile, tu te sens léger sur les tractions, comparé à d'habitude où des fois tu peux te sentir un peu lourd parce que tu es un peu fatigué, etc. Vraiment, ça peut te mettre une confiance incroyable de te dire, ok, je viens de randonner mon échauffement, je suis pas essoufflé, je suis pas daubé, j'ai volé comparé à la séance dernière de mardi. Je sais que je suis en forme. Ça a un double effet. Déjà, ça a un effet, j'ai envie de dire un peu placebo, où en fait ça te met en confiance et du coup, comme tu sais que t'es en forme, potentiellement tu vas pas te mettre des bâtons dans les roues et tu es apte à performer. Et aussi, si c'est le cas inverse, tu vas pouvoir éventuellement adapter ta séance du jour, soit en faisant un objectif intermédiaire, en te disant bon, aujourd'hui je sens que mes doigts là ils sont vraiment rouillés, je sais pas si je vais réussir à tenir la petite arquée de 10 mm de la main droite là dans mon projet, je vais plutôt me rabattre sur un projet annexe ou sur un autre style de bloc, etc. Ça c'est ce qu'on appelle l'autorégulation et c'est hyper important dans ta carrière entre guillemets de grimpeur que tu arrives à autoréguler et que tu te dises ok, aujourd'hui tout va bien, je suis en forme de manière objective par rapport à des sensations sur un échauffement par exemple, ou l'inverse, aujourd'hui j'ai plein de courbatures, je suis moins fort sur les blocs lift et sur les tractions à l'échauffement, donc potentiellement il faut que je m'échauffe plus longtemps, il faut que je fasse attention si je vais dans le projet, à pas me blesser, à vraiment écouter mes sensations, etc. Donc voilà. Vraiment, pour moi, l'échauffement il est capital et si possible tu le fais avant d'aller en forêt. Le truc qui peut être hyper bénéfique selon moi, c'est si jamais tu peux faire en plus de ton échauffement quelques séries qu'on va appeler de potentiation. Ce serait par exemple une montée en gamme sur des tractions. Je prends un exemple, ton max en traction c'est 50 kg. Tu vas faire 3 répétitions à 10 kg, 2 minutes de repos, 2 répétitions à 20 kg, 2 minutes de repos, une répétition à 30 kg, 2 minutes de repos, une répétition à 40 kg et tu t'arrêtes là. Et là du coup tu as fait une montée en gamme dans ton échauffement, ça a servi du coup de potentiation, ça a activé ton système nerveux. Alors ce sera pas de la potentiation post-activation parce que tu vas pas aller grimper dans les 10 minutes qui suivent, mais en fait comme tu vas grimper dans les quelques heures qui suivent, en fait ton système nerveux sera encore activé et tu verras que ça va t'aider à tracter plus fort, en fait, que ce soit sur les doigts, les tractions ou quoi, en fonction de ce que tu t'échauffes spécifiquement. Tu peux faire un combo des deux, tu peux monter en gamme sur du block lift en même temps que tu es en train de faire des tractions. Mais dans tous les cas, pour cette montée en gamme et pour cette potentiation, garde en tête que ça reste de l'échauffement. Tu vas pas monter à 100% de ton max, tu vas aller monter à les 80-90% de ton max, grand maximum. Et le but, c'est juste de réveiller ton système nerveux et de dire à ton corps, ok, là, je suis chaud pour aller forcer. Et du coup, une fois que tu as fini ton échauffement, tu vas sur ton projet. On imagine que tu as 1 heure de route, j'en sais rien. Voilà, 1 heure de route, c'est assez long en soi, mais c'est pas assez long pour vraiment se refroidir à 100%, etc. En plus, souvent, t'as la petite marge d'approche qui te réchauffe un peu, et quand tu arrives sur le bloc, tu tractes un peu sur les prises de manière statique, tu te mets un peu dans les positions, tu peux faire des échauffements, par exemple pour les ischios contre ton crashpad, où tu vas te mettre assis sur ton crashpad et tu viens talonner les deux côtés du crashpad. Ça, c'est un très bon exercice pour s'échauffer les ischios. Là je parle beaucoup de blocs parce que c'est un peu ma spécialité, mais voilà, pour la voix peut y avoir un peu la même logique, de faire des petits repeaters de 7-3 sur la poudre par exemple pour bien s'échauffer la filière anaérobie lactique, etc. Enfin bref, il y a plein de petits trucs comme ça que vous pouvez faire en fonction de si vous faites du bloc ou de la diff. Là dans mon exemple c'est plutôt du bloc parce que je parle d'un 7B en forêt, mais voilà, je pourrais éventuellement parler de la diff dans un autre exemple. C'est juste pour imager. Donc là pour résumer, t'as tout bien fait. Tu t'es reposé la veille, le jour J t'as mangé un solide petit-déj, tu t'es bien hydraté, t'as bien fait ton échauffement, t'as fait ta potentiation, t'es au max du max. Là, t'es à ton prime, comme on dit, t'es échauffé, t'es hydraté, t'es reposé, t'arrives sur ton bloc, t'es au max. Voilà. Le avant, donc du coup vraiment la première partie là de ce podcast, là tu l'as bien géré à 100%. Maintenant,
je passe à la partie suivante, du coup, le pendant. Comment performer concrètement, parce que là c'est cool, t'as tout bien fait en termes de préparation, mais si tu commences à paniquer pendant ta séance, bah ça va très mal se passer, donc je vais te détailler ce qu'il faut faire concrètement pendant une séance de performance. Alors du coup dans cette partie concrètement, la première partie c'est de choisir ton projet en amont. Ça peut paraître bête dit comme ça, mais beaucoup de grimpeurs arrivent en forêt et se disent ok aujourd'hui c'est jour de perf et ils n'ont même pas fait de repérage, ils savent même pas encore sur quel bloc ils vont aller parce que tu te laisses un peu porter par exemple par des amis qui t'ont dit allez aujourd'hui on va en forêt, ça va être cool et tu sais pas trop à quoi t'attendre. Donc voilà, pour moi c'est bête à dire mais la première étape c'est vraiment de savoir ce que tu vas faire concrètement. Est-ce que tu as un projet précis? Est-ce que tu sais à quoi tu t'es préparé, hein, tout simplement. Après, en général, je dis bien en général, hein, là pour le bloc, je parle, les séances de performance, souvent tu vas être tout seul. Tu vas être tout seul parce que tu vas y aller sur des créneaux où d'autres gens seront pas dispo, où tu vas essayer d'avoir les meilleures conditions météo, où tu vas y aller quand tu te sens vraiment en forme, et du coup tu sais exactement pourquoi tu y vas, quel bloc tu vas essayer, donc c'est pas un vrai problème, c'est pas une vraie erreur, c'est plus, voilà, ça arrive que des gens aillent en séance de performance sans savoir concrètement quel bloc ou quelle voie ils vont faire, juste parce qu'ils se laissent porter un peu par les copains. Mais voilà, comme en général, la plupart des gens qui veulent perfer vont grimper seuls. Enfin, du coup, si vous êtes en voie, je vous déconseille de grimper seul. Je vous conseille quand même d'avoir un assureur. Mais c'est pas forcément quelqu'un qui va grimper. Peut-être ça peut être votre compagne ou votre compagnon qui va pas grimper ce jour-là. Enfin bref, je me perds dans les détails. Mais voilà, en général, choisir son projet c'est hyper important et après comment bien choisir son projet ça c'est un autre débat, peut-être j'en parlerai dans un autre podcast, comment maximiser un peu ce que tu peux potentiellement faire en fonction de ton profil, tes points forts, tes points faibles, etc. Parce que ça peut être hyper frustrant par exemple d'avoir sur des tests physiques des stats qui te disent t'es censé grimper 8B+, et dans la réalité tu te fais rousser dans le 7C et tu comprends pas pourquoi, alors qu'en fait t'as juste un maillon de ta chaîne qui est hyper faible et tu t'en rends pas forcément compte. Donc voilà, je pourrais faire éventuellement un épisode sur comment choisir justement ces projets pour maximiser un peu ces facteurs, j'ai envie de dire génétiques, de points forts, points faibles, etc. Aussi les histoires d'allonge sur les blocs morphos, ce genre de choses. Après voilà, on pourrait avoir le débat de est-ce que si quelqu'un a ouvert un bloc, je sais pas, en 8A et qu'il avait 1m75 d'allonge, si toi t'as 1m83 d'allonge et que tu trouves une méthode pour un peu chanter, est-ce que ça reste un 8A? Voilà, on peut avoir tout ce genre de débat. Mais c'est pas le but du podcast. Donc voilà, étape 1, choisir un projet, mais voilà, en général je vais pas m'éterniser parce que c'est quelque chose qui est déjà fait en amont. Ensuite, du coup, là dans mon exemple, je pars du principe que tu es déjà échauffé à l'avance. Donc quand tu arrives devant ton bloc, donc là je reprends l'exemple de mon 7B en forêt, tu vas juste te rééchauffer très succinctement sur le mur, en te mettant dans les positions, en tractant un peu sur les prises, en forçant un peu éventuellement sur une poutre portable, sur un arbre pour faire quelques tractions à côté ou quoi que ce soit. Donc voilà, pour se réchauffer un tout petit peu quand même. Tu vas pas du coup descendre de la voiture, faire juste la marche d'approche et mettre un run d'enchaînement directement. Je te conseille, je dis bien je te conseille, de refaire au moins une fois chaque mouvement du bloc. Alors pas forcément séparément, hein, en prenant des gros repos, mais tu peux faire par exemple si ton bloc il fait 9 mouvements, les 3 premiers moves, tu prends 5 minutes de repos, les moves 4, 5, 6, oui c'est ça, je vais y arriver, et les moves 7, 8, 9 avec 5 minutes de repos entre chaque, et comme ça, voilà, si je schématise en 20 minutes, tu t'es rééchauffé spécifiquement dans ton bloc, et tu as les mouvements en tête, et tu sais oui ou non si tu as un potentiel de sortir le bloc. Parce que si tu étais vraiment rando dans cet échauffement où tu refais juste quelques moves en section, bah souvent ça te met énormément en confiance pour la suite parce que tu te dis waouh, ok là les moves je les ai randonnés séparément, je sais que je suis très proche de sortir le bloc, bah en fait t'es encore plus en confiance, tu t'es senti en forme à l'échauffement, tu te sens en forme quand tu réessayes un peu les moves. Maintenant comment faire? Et ben en fait là il n'y a plus qu'à mettre des runs. Et du coup, bah, je vais te dire ma stratégie de comment gérer tes essais au maximum. Déjà, ça peut paraître bête dit comme ça, mais brosser, j'allais dire brosser, mais brosse, du coup je parle à la deuxième personne, brosse tes prises. Brosse tes prises parce que c'est hyper important, ça change complètement la friction, ça permet de préserver aussi le rocher, etc. Brosse tes prises, ça paraît évident, mais je le redis, je suis là aussi pour faire des généralités, mais des fois il y a des généralités qui sont bonnes à rappeler. Brosser les prises, c'est hyper important. Notamment aussi les prises de pied parce que quand elles commencent à être un peu patinées avec plein de gomme et tout dessus, ça tient beaucoup moins bien. Donc voilà, faut faire un travail là-dessus, faut brosser ses prises même après en quittant ton bloc, aussi pour respecter la forêt, hein, si je reprends l'exemple du bloc en forêt. Mais il y a trop peu de gens aussi en salle qui brossent leur bloc et ça c'est un autre débat. Mais bref, brosse tes prises, ça paraît évident. Et ensuite, voilà, une fois que tu as brossé tes prises, que tu es dans le mood, comment te mettre dans le mood? Je te conseille vraiment de te mettre un peu dans ta bulle et ça se joue dans la tête. Ça se joue vraiment dans la tête, c'est-à-dire que il faut que tu te focalises, j'ai envie de dire, sur tes sensations et sur le moment présent. Il faut pas que tu penses au résultat, il faut que tu penses à ce que tu dois faire concrètement pour
bien grimper. Tu dois te dire ok, cette prise là je dois la prendre exactement de telle manière, mon talon faut que j'ouvre la hanche de telle manière, et quand j'ai cette sensation de petit verrouillage là, je sais que je suis pile dans la bonne position, et c'est à ce moment là que je vais lâcher la main gauche pour croiser par exemple. Il faut vraiment selon moi que tu te focalises sur les sensations et sur l'exécution de j'essaye de grimper le mieux possible, plutôt que sur l'objectif de ok, faut absolument que j'enchaîne, quitte à surforcer, etc. Parce qu'en général, quand tu te focalises sur le fait de j'essaye de grimper le mieux possible, en fait souvent tu arrives à enchaîner les briques et ça va te permettre de sortir le projet. Après bien sûr voilà, si c'était aussi facile, tout le monde sortirait ses projets tout le temps, ce qui n'est pas forcément le cas, ou alors au bout de X séances, mais des fois ça se joue vraiment, enfin même tout le temps, hein, pour les séances de performance, là ça se joue vraiment au mental, c'est-à-dire que faut que tu trouves des stratégies pour te mettre dans ta bulle et te dire ok, là je me focalise sur mes sensations, je suis détaché du résultat, si je sors le bloc tant mieux, si je le sors pas tant pis, parce que j'aurais peut-être appris des choses. C'est la partie suivante, le comment gérer le après séance, et du coup tu vas mettre ton essai. Là je pars du principe que t'es en forme, tout se passe bien, etc. Et le premier essai il se passe très bien, t'arrives au move numéro 7 et tu zippes un peu du pied par exemple, et voilà tu tombes, mais t'étais limite rando jusqu'au move numéro 7, tu zippes du pied et voilà tu te dis bon bah qu'est-ce que je fais maintenant. Là, dans ce cas précis, ça vaut le coup de prendre un gros repos. Donc là, si on reprend les recommandations de la séance de bloc max, ce serait comme 14 minutes de repos, donc on peut arrondir à 15 minutes. Donc minimum 15 minutes de repos, donc 2 minutes de mouvement 2 minutes de repos par mouvement dur. Et pendant ce temps de repos, vient le côté un peu nutrition. Je te conseille vraiment dans ta séance de performance d'avoir une source de glucides rapide sous forme de boisson d'effort. Donc là je vais te donner les quantités pour 1 litre d'eau. Donc tu prends 1 litre d'eau, 50 grammes de maltodextrine, une pastille d'électrolyte, je dis une pastille mais ça peut être un sachet aussi, hein, si vous prenez chez NutriPure. Je sais pas s'ils ont déjà sorti les pastilles, je crois qu'ils nous les avaient envoyées en avant-première mais elles n'étaient pas encore dispo sur le site, j'ai un doute, mais voilà, en tout cas un sachet d'électrolyte, 50 grammes de maltodextrine, 1 litre d'eau, c'est les bonnes quantités pour une séance de performance où tu as vraiment besoin de recharger les batteries rapidement. Ensuite, quand tu dois vraiment prendre des repos qui sont plus longs, comme par exemple 30 minutes là dans l'exemple que j'ai cité précédemment pour la voix par exemple ou quoi, ça vaut le coup d'avoir des snacks un peu plus consistants, comme par exemple du chocolat noir au-dessus de 85%. Donc tu manges 2 carrés par exemple. Des amandes avec une banane, des compotes sans sucre ajouté comme des pommes potes ou ce genre de choses, des fruits secs glucidiques comme des raisins secs, des abricots secs, peu importe, mais d'avoir voilà des snacks avec un peu plus de fibres que juste des sucres rapides avec de l'eau. Donc voilà, ça vraiment la nutrition c'est hyper important, et donc dans la nutrition j'inclus l'hydratation, hein. Hydrate-toi entre tes runs, et suffisamment de glucides dans le sang pour bien performer, ça c'est vraiment essentiel, et du coup faire une boisson d'effort et avoir quelques snacks sur le côté selon moi c'est essentiel. Donc là on reprend mon scénario, voilà, tu as raté au move numéro 7, tu zippes du pied, t'as regardé la vidéo, tu sais exactement pourquoi t'as zippé du pied, tu t'es bien hydraté pendant ton repos, tu t'es bien reposé, voilà, tu te remets bien dans ta bulle, tu enchaînes run numéro 2, tu retombes exactement au même endroit, la même erreur. Et là du coup je vais te parler de la fameuse règle des 7 essais, donc j'en reparle encore une fois. Mais selon moi, si tes runs ils s'enchaînent et que arrivé à l'essai numéro 7, t'as encore fait la même erreur et t'arrives pas à passer à l'étape suivante, selon moi, je dis bien selon moi, souvent c'est pas au 8e essai que ça va sortir. Du coup des fois mieux vaut arrêter sa séance un peu plus tôt, se dire bon bah ok, j'ai fait 7 fois la même erreur, j'arrive pas à faire mieux, je suis en train de tilter, hein, si vraiment on fait un parallèle avec les jeux vidéo ou quoi que ce soit, j'arrête la séance là, je vais récupérer, éventuellement à la prochaine séance je ferai mieux. Et après ça dépend quand arrêter la séance, ça dépend vraiment de tes sensations. Des fois ça peut être beaucoup plus tôt que tu ne le penses, parce que des fois tu sens juste qu'il y a une prise que tu n'arrives plus à tenir, t'as beau être super frais de tout le corps, t'es épuisé par exemple sur la main gauche et t'arrives plus à tenir la main gauche, et là tu vas dire bon bah en fait c'est bon, c'est mort, je peux plus tenir la main gauche, autant que j'arrête et que au lieu de me faire mal à la main gauche par exemple. Et donc vraiment gérer ces essais c'est hyper important, et là tu vois aussi l'importance de prendre des repos plutôt longs, parce que si t'as que 7 essais, hein, vraiment d'enchaînement, 7 essais tu peux prendre facile 15-20 minutes de repos, et ça te fait une séance de 3-4 heures, hein, si on fait des arrondis. Et en général c'est ce qui se passe dans la réalité quand tu vas en forêt ou à la falaise ou quoi, ça te prend minimum la demi-journée. C'est rare de faire des séances express où tu vas au parking, tu te gares, tu enchaînes au premier run et tu reviens. C'est tellement rare que je vais même pas m'attarder sur ce cas-là. Mais voilà, en général, tu vas toujours sortir le bloc. Pas forcément au premier essai, parce que souvent, faut être hyper affûté, même mentalement et tout. Et souvent, ça va être au 2e ou au 3e run. Donc
Voilà, après ça c'est vraiment, je sais même pas pourquoi je parle de ça, parce que ça peut aussi te mettre un effet un peu nocebo de te dire, bon bah je sais que je le ferai pas au premier, alors que si tu le fais au premier, bah tant mieux. Donc voilà, je vais pas m'éterniser là-dessus, mais si je fais un récap du coup de quoi faire pendant la séance, l'étape numéro un, enfin c'est même en pré-séance, c'est de bien choisir son bloc, de savoir exactement ce que tu dois faire dans cette séance-là. Ensuite, gère tes essais, pars de la logique de je refais les moves, je refais les sections, et une fois que je suis bien échauffé, je mets vraiment des essais d'enchaînement. Dans ces essais d'enchaînement, si tu fais 7 fois d'affilée la même erreur, tu t'arrêtes, ou tu t'arrêtes quand la fatigue devient insoutenable sur un paramètre donné. Par exemple, voilà, il y a une main gauche à tenir, elle te fait hyper mal, t'arrives plus à la tenir. Bah en fait, ça sert plus à rien de continuer. Tu vas juste te faire mal potentiellement, alors que bah, t'as plus de chance de sortir le bloc, alors que t'es venu justement pour sortir le bloc. Après, voilà, ça t'empêche pas éventuellement de rentabiliser la séance en travaillant un peu d'autres sections où justement t'as pas besoin de cette main gauche ou quoi. Mais là, du coup, on n'est plus dans la séance de performance, ça se transforme limite un peu en séance de bloc max ou en séance de projet. Mais voilà, quoi faire pendant ta séance de performance concrètement. Et après, bah voilà, entre tes essais, prends le temps de bien t'hydrater, de bien te nourrir. C'est un peu bizarre dit comme ça, de bien manger, d'être vraiment lucide dans ta tête, voilà, de rester dans l'action, de pas, de couper un peu les pensées parasites et d'accepter que en fait le prochain run, c'est pas un objectif de sortir le bloc, c'est un objectif de je grimpe le mieux possible et sortir le bloc, ça doit être une conséquence de j'ai grimpé le mieux possible et du coup j'arrive à sortir le bloc. Selon moi, je le vois vraiment comme ça, du coup, la séance de performance. Donc là, c'était un cas précis, un peu en mode étude de cas, hein, sur une séance en particulier pour un bloc en extérieur. Pour une compétition, ça pourrait être différent. J'ai prévu de faire un épisode, mon expérience en compétition. Je pense que ce sera aussi une interview que je vais faire avec Pierre et Mathias, où je vais les interviewer aussi séparément sur leur expérience en compétition, comment gérer la pression, comment faire pour pas vraiment performer à fond le jour J dans une compétition donnée, parce que voilà, les conditions d'échauffement sont pas les mêmes, les conditions de stress sont pas du tout les mêmes que quand on veut juste aller perfer en bloc XT ou quoi. Et du coup, ça me permet aussi de faire la transition sur comment gérer l'après-séance. Ça, c'est hyper important aussi. Et souvent, c'est une phase qui est un peu oubliée. Ça peut mener à beaucoup de frustration. Donc, je vais te parler du coup tout de suite de l'après-séance. Donc là, il y a vraiment 3 cas de figure hein, pour analyser sa séance. Cas numéro 1, tu as sorti ton projet. Voilà, vraiment, tout s'est bien passé. Et là, pour le coup, il faut vraiment du coup capitaliser. C'est-à-dire, faut vraiment noter ce qui a marché. Alors là, ça peut être vraiment même le processus, hein, c'est-à-dire te dire, ok, bah voilà, la veille j'ai fait un jour de repos, le petit déj j'ai mangé exactement ça, je me suis hydraté avec telle quantité d'eau, telle quantité de glucides, etc. Je me suis échauffé de telle manière en montant en gamme sur les tractions. Vraiment un peu tout noter pour avoir une sorte de protocole type que tu pourras répliquer en fait pour d'autres séances de performance. Ça c'est hyper puissant. Moi je sais que quand je faisais un peu de compétition, j'avais vraiment noté ça, j'avais vraiment une fiche avec écrit ok bah si le contest il est à 18h, bah en fait je fais mon échauffement à 15h et après ceci cela et je mange exactement ça entre l'échauffement et le contest et blablabla et le jour d'avant je fais ça et 3 jours avant je fais un rappel de puissance, peu importe. Mais j'avais vraiment réussi en fait à faire ce qu'on pourrait appeler une fiche de process hein, dans le coaching ou quoi que ce soit, pour me dire ok, si je veux performer un jour J sur un contest ou une compétition, je sais que mon process c'est exactement ça, et en fait ça tu vas réussir avec l'expérience à affiner justement ton processus et à avoir des trucs qui marchent vraiment pour toi. Et du coup c'est vraiment ça qui est important, c'est pas juste se dire ok j'ai eu un coup de chance, mon projet il est sorti, c'est trop bien. Faut vraiment capitaliser et noter ce qui a marché et garder la même préparation pour la prochaine fois. C'est hyper important, ça revient aussi dans la même logique que l'échauffement, de pourquoi c'est intéressant de faire toujours le même échauffement, de noter ses sensations, de faire de l'autorégulation en fonction de si tu te sens en forme, pas en forme, etc. Pour moi, c'est vraiment ça le but ultime. Ce serait vraiment que tu arrives à te faire ta propre recette de cuisine, de te dire, ok, si je veux performer ce jour-là, si je veux mettre toutes les chances de mon côté, il faut absolument que je fasse ça, ça, ça et ça, et que tu aies vraiment des items clairs à cocher. Et en fait, ça te met aussi dans une sorte de rituel. Et le rituel, ça fait vraiment partie de la performance. Là, j'aime pas parler encore de préparation mentale, d'ancrage, etc. Enfin bref, ça ferait un podcast qui serait beaucoup trop long. Et c'est aussi pour ça qu'on fait des suivis personnalisés et pas juste des podcasts de vulgarisation. Mais vraiment, dis-toi que si tu réussis ton projet, faut absolument que une fois que tu rentres chez toi, tu notes dans ton carnet ou sur ta prog ou peu importe comment tu notes tes séances, qu'est-ce qui a marché et pourquoi ça a marché, quelles sensations t'as eu, quel petit déclic t'as eu, que ce soit en termes de technique, de sensations, en termes de tenue de prise, j'en sais rien, de conditions extérieures, des fois c'est ça aussi, hein. Des fois t'essayes un bloc pendant 5 séances, à la 6e séance il fait 5 degrés de moins, il y a un peu de vent et en fait ça te permet de tenir alors que les autres séances ça marchait pas et alors que tu pensais que les conditions étaient plutôt bonnes.
Ça peut être vraiment des choses comme ça. Des fois, ça peut être l'inverse. Si tu ne supportes pas le froid, des fois, quand il fait un peu plus chaud, ça peut être plus bénéfique pour toi. Donc voilà, pour moi, même si tu réussis ta séance, il y a quand même quelque chose à faire après. C'est de capitaliser en notant ce qui a marché pour garder la même préparation pour la prochaine fois. Il y a aussi le fait de trouver un projet suivant. Parce que souvent, ça peut être, je ne vais pas dire courant, parce que c'est pas courant, mais quand on enchaîne un projet, souvent il y a un peu ce vide après, où on se dit, bon bah c'est cool, j'ai réussi mon objectif, j'ai pas d'idée pour la suite, qu'est-ce que je fais? Et en fait, des fois, c'est bien d'avoir plusieurs objectifs en même temps, ou d'avoir des objectifs intermédiaires, etc., pour justement ne pas se retrouver sans objectif et complètement craquer en se disant, bon bah ok, là c'est bon, j'ai fait mon objectif, je prends 2 semaines de repos et je verrai à la reprise. Alors que ça se trouve, t'avais pas besoin forcément de ces 2 semaines de repos. Enfin bref, là pareil, je me perds dans des cas concrets. Mais c'est intéressant selon moi de déjà penser aussi à l'après en te fixant de nouveaux objectifs, de nouvelles échéances, que ce soit des trips, que ce soit des blocs ou des voies précises, que ce soit un objectif de maîtrise, un objectif de performance sur des tests, peu importe. C'est intéressant pour moi du coup d'avoir plusieurs objectifs pour ne pas se retrouver sans objectif à un instant T. Et après voilà, en général quand on est coach, on en discute aussi avec nos clients. On leur dit voilà, si jamais tu sors ton projet, qu'est-ce que tu aimerais faire après? Et là voilà, on a souvent l'objectif suivant dans cette question-là et dans cette réponse-là. Maintenant, du coup, situation numéro 2, c'était une séance moyenne. Qu'est-ce que j'appelle une séance moyenne? C'est une séance où tu as fait des progrès comparé à la séance précédente, mais tu n'as pas réussi à sortir le bloc. Là, pour moi, c'est le cas le plus courant, parce que c'est vraiment rare de faire une séance ratée, ça va être le cas numéro 3. Il faut juste analyser sans culpabiliser. Il faut juste vraiment analyser simplement et se dire, ok, qu'est-ce qui a coincé avant la séance ou pendant la séance? Est-ce que c'était juste un mauvais jour? Est-ce que j'ai mal dormi? Est-ce que ceci, cela? Est-ce qu'il faisait juste un peu trop chaud? Est-ce que ma peau elle était dégueulasse? J'en sais rien. Vraiment essayer de trouver en fait des facteurs où vous pouvez avoir une influence justement sur ces facteurs pour dire ah bah c'est vrai que les 3 derniers jours j'ai pas très bien mangé, j'ai mangé dehors 3 fois, mon sommeil du coup il était pas hyper quali, bah peut-être que c'est ces 3 excès là qui ont fait que ce jour-là j'étais pas en forme, donc si la prochaine fois je veux performer au mieux, bah au lieu de faire 3 excès je vais peut-être en faire qu'un seul et J-3 au lieu de J-1. Ça peut être carrément une histoire de surcharge progressive aussi pour enlever des mauvaises habitudes. Donc en fait c'est vraiment ça pour moi qu'il faut faire quand vous faites une séance moyenne. Après séance moyenne c'est très subjectif parce que imaginons vous avez vraiment un projet extrême, vous avez réussi à faire tous les moves dans cette séance là, séparément là je parle, ça peut être un gros déblocage et vous pouvez considérer que c'est une séance réussie. C'est juste que moi là dans mon exemple je considère qu'une séance réussie c'est vraiment la réussite de l'objectif et d'où le fait d'avoir des objectifs intermédiaires, parce que du coup si votre objectif intermédiaire c'est faire tous les moves du bloc, bah vous avez réussi votre séance juste parce que votre objectif était moins ambitieux que sortir le bloc. Et du coup là vous voyez où je veux en venir en termes de motivation, de synergie, on peut même parler de dopamine aussi après avec les schémas de la récompense, etc. Si vous avez des objectifs intermédiaires vraiment précis et que vous allez à la séance avec ces objectifs-là et que votre seul objectif c'est de cocher ces objectifs intermédiaires, ça peut être hyper productif et hyper redoutable en termes de stratégie pour du long terme. Et ça du coup ça entretient la motivation, ça entretient même les circuits de la récompense, etc. Et ça vous maintient justement dans cette super dynamique d'amélioration, de productivité, etc. Et c'est vraiment ça qu'il faut avoir en tête. C'est qu'en fait tu peux transformer une séance moyenne de j'ai pas sorti mon projet à en fait j'ai fait tous les moves et je l'ai fait en 2 sections et c'était mon objectif intermédiaire numéro 1 et 2, donc en fait j'ai coché mes 2 objectifs intermédiaires et là en fait cette séance c'était un banger. C'est incroyable et du coup c'est une séance réussie et tu peux noter tout ce qui a marché qui t'a permis de débloquer du coup tous les moves, toutes les sections, etc. pour répliquer ça et peut-être qu'à la séance d'après tu sortiras le projet. Donc il y a vraiment ça à analyser et à prendre en compte et du coup c'est un petit travail qu'il faut faire aussi en post-séance. Et du coup dans le dernier cas, si tu rates vraiment ta séance, si vraiment t'avais un objectif intermédiaire et t'as même pas réussi l'objectif intermédiaire, etc., que tu considères du coup vraiment que c'est une mauvaise séance, franchement il faut pas en faire un drame. Pour moi une séance ratée ça peut arriver, c'est-à-dire que c'est pas prédictible, c'est-à-dire que même si vous faites tout bien, ça se trouve quand vous arrivez sur le bloc, il fait un tout petit peu trop chaud, votre peau elle est un tout petit peu trop abîmée et il y a rien qui tient et vous êtes un peu dégoûté. Et du coup si tu arrives à l'analyser en te disant ok là c'est purement une raison de condition extérieure on va dire, ma peau, les condis, etc. J'ai fait tout mon possible, je suis quand même allé sur le bloc, je suis quand même dans une logique d'amélioration, d'entraînement, de progression. Je reviens la prochaine fois. Est-ce que la prochaine fois c'est mieux? Oui ou non? En fait, si t'enchaînes 3 séances ratées, c'est peut-être que là tu commences à être un peu en surentraînement ou que ton projet il est trop ambitieux ou tes objectifs sont pas adaptés à ton profil, à ta réalité, etc. Et là du coup, faut se poser des questions selon moi seulement si tu enchaînes plusieurs séances ratées. Déjà quand t'en enchaînes 2, c'est un peu suspect.
La troisième, souvent pour moi, c'est un peu un signal d'alerte pour tout ce qui est un peu surentraînement, etc. Après voilà, c'est pas du vrai surentraînement pour les puristes. Le vrai surentraînement, c'est on va dire une maladie, etc. Là, je parle plutôt d'overreaching, où vraiment tu dépasses un petit peu tes limites, t'es en train de commencer à rentrer un peu dans le surentraînement, et c'est vraiment, selon moi, là qu'il faut identifier que t'es en train d'en faire trop, ou alors que t'es en train d'en faire pas assez, justement, que t'es trop désentraîné par rapport à ton objectif. Et c'est vraiment important d'avoir un peu ce signal d'alerte, de se dire ok, une séance ratée, c'est pas grave, si j'ai tout bien fait en amont et que la séance elle est ratée, c'est un peu suspect, mais voilà, ça peut arriver. Ensuite, 2 séances ratées, si tu as l'impression de tout bien faire, bon bah là c'est encore plus alarmant, tu t'as dit ok, c'est peut-être le moment de faire une semaine de deload, peut-être de changer un peu d'objectif, etc. Si tu t'acharnes sur une 3e séance et que la 3e séance elle est encore catastrophique, là pour moi il faut vraiment faire une pause, que ce soit une vraie semaine de pause là pendant une semaine, soit un gros deload, soit vraiment carrément changer d'objectif et arrêter de s'acharner sur ce bloc là ou sur cette voie là en particulier. Et voilà, après souvent ça peut faire par exemple une séance pourrie, une séance excellente, une séance un peu plus moyenne, voilà, c'est jamais linéaire, hein, c'est jamais soit tout bien, soit tout mal, souvent ça fait un peu des escaliers qui montent et qui descendent, et du coup voilà, tout ça, ça me permet un peu de conclure ce podcast sur la séance de performance. Du coup, c'est tout ce que je pouvais te dire dans ce podcast Flash qui a encore duré plus de 30 minutes. Bon, après, il y en a qui vont apprécier. Moi, j'aime bien aussi faire des épisodes un peu plus longs, pas de pas me mettre de pression en termes de chrono. Je me dis juste, voilà, ça doit durer entre 30 minutes et 1 heure. Si c'est 30 minutes, c'est bien. Si c'est 1 heure, bah tant mieux. Et du coup, je refais vraiment un résumé de l'épisode. Selon moi, la séance de performance, elle est indispensable si tu as vraiment des objectifs précis, bah justement de performance. Après, c'est subjectif, la performance. Mais voilà, si tu as des objectifs précis qu'on peut assimiler à de la performance, ou que tu as des objectifs de compétition, de trip, des projets à sortir, etc. C'est vraiment une séance indispensable, même si tu es dans ce que j'appelle le profil 2, où quand tu te mets la pression, ça te bloque. Il faut vraiment travailler sur tout ce processus et que tu sois capable justement de faire des séances de performance qui soient du coup rentables, et que ça te dégoûte pas hein, de l'escalade, parce qu'au fond ton objectif c'est de progresser, donc faut vraiment passer par ce processus. Après voilà, comme je l'ai montré tout au long du podcast, il y a plein de manières de un peu faire des cheat codes un peu pour dire à ton cerveau bah non, là t'es en train de faire des trucs très bien, alors qu'en fait objectivement t'es à l'échec, si on considère que l'échec ce serait vraiment d'enchaîner le projet, alors qu'en fait du coup t'es en réussite parce que t'es dans le processus de progression pour sortir ton projet. Et c'est vraiment ça, je pense qu'il faut retenir du podcast, c'est que la séance de performance, elle est là du coup pour te permettre de sortir ton projet, mais que dans tous les cas, il y a une gestion avant, il y a une gestion pendant, il y a une gestion après, et c'est que seulement si tu gères bien ces 3 phases-là et que tu les enchaînes vraiment sur du moyen terme, long terme, etc., que tu vas vraiment progresser et inscrire ton niveau vraiment sur la durée, parce qu'on peut tous performer hyper bien sur un instant T, mais performer sur de la durée, ça demande vraiment voilà, de l'investissement, des process, de la réflexion. Et si je schématise vraiment, si tu as cette petite fiche à la fin avec écrit ok, moi personnellement pour performer, il faut que la veille je me repose, que le matin je mange ça, que j'aille grimper vers telle heure parce que je sais que c'est les conditions idéales sur tel endroit, etc. En fait tu sais que tu es tellement en avance sur ce que potentiellement les autres grimpeurs font un peu au hasard, et du coup en général tu performes mieux que ton toi-même grimpeur qui n'aurait pas fait un peu toutes ces optimisations. Et du coup ça c'est tout ce qu'on essaye de transmettre et tout ce qu'on essaye de construire aussi au fil des suivis avec les clients qui nous font confiance. Je vais m'arrêter là-dessus du coup pour le podcast, et ça me permet du coup de faire un peu la transition. Je remercie encore toutes les personnes, il y en a beaucoup qui écoutent ce podcast, je le sais parce qu'on a le petit groupe communautaire Ascension où vous nous faites régulièrement aussi les retours sur le podcast, etc. Merci à tous pour votre confiance. C'est grâce à vous, littéralement, que nous, on existe et qu'on est là et qu'on est motivé tous les jours à se réveiller, à chercher de l'information, à essayer d'améliorer nos processus, nos connaissances, notre pédagogie, etc. Et moi, ça me régale toujours autant de faire ces podcasts. Je sais même plus avec combien de temps que j'ai commencé le podcast. Peut-être que j'ai commencé en 2023 ou 2024, j'ai un doute. Ça doit faire 2 ou 3 ans, bref. J'ai toujours pris du plaisir à faire les podcasts, j'en prends toujours autant. J'espère que les épisodes d'interview, que ce soit avec Damien, je m'excuse encore pour les problèmes de son. Bon là, au moment où j'enregistre le podcast, moi je suis en avance sur mon calendrier, donc en fait pour moi là c'est à 2-3 jours d'intervalle, mais pour vous ce sera à 3 semaines d'intervalle. Mais voilà, je m'excuse quand même encore une fois pour la qualité du podcast avec Damien. On a eu des problèmes de connexion, j'ai essayé de faire au mieux. Et du coup j'espère que l'épisode avec Maxime vous a plu aussi. Si vous voulez réserver un appel pour voir si un suivi c'est fait pour vous, si vous avez vraiment des objectifs précis, que vous voulez vraiment vous investir, passer au niveau supérieur, avoir un cadre clair et une méthode qui fonctionne, il y a tous les liens dans la description, notamment le premier lien pour réserver ton appel gratuit. Je précise, cet appel il est gratuit, il n'engage à rien, c'est vraiment un appel de découverte
pour qu'on voit si notre méthode peut correspondre à tes attentes, à tes objectifs, voir comment on peut t'aider concrètement à progresser. Il y a tous les autres liens, que ce soit les sponsors comme NutriPure, YY, etc. Enfin voilà, il y a plein de codes promo aussi dans le Link.me, il y a vraiment toutes les ressources. Je vous laisse regarder tout ça si jamais ça vous intéresse. C'était Léo, c'était le Flash numéro 36. On se retrouve la semaine prochaine pour le prochain Flash. J'ai pas encore de thème précis. Il y a de grandes chances que ça soit potentiellement dans la séance de voix max, parce que vous avez quand même été beaucoup à me demander la séance de voix max. Donc je pense que ce sera ça, je suis pas sûr encore à 100%. Mais voilà, je vais m'arrêter là pour ce podcast Flash 36. Je vous souhaite à tous une excellente journée ou soirée en fonction du moment auquel vous écoutez ce podcast. C'était Léo, ciao ciao.